Regardons la situation suivante. On a, comme la dernière fois, une voiture qui se dirige vers un observateur à une certaine vitesse v. Et l'observateur, situé un peu plus loin, reçoit une onde lumineuse qu'émet la voiture. Et notre but, ça va être de déterminer la fréquence que mesure l'observateur, la fréquence de l'onde telle qu'elle est mesurée par l'observateur, en fonction de la fréquence telle qu'elle a été émise par la voiture. Mais cette fois-ci, on a une onde lumineuse et pas une onde classique, comme une onde sonore, c'est-à-dire que l'onde ne se propage pas dans un milieu, il n'y a pas de référentiel absolu dans lequel étudier la propagation de l'onde, et en particulier, on sait d'après la relativité restreinte que la lumière se déplace toujours dans tous les référentiels inertiels à la même vitesse, la vitesse de la lumière c. En particulier, on peut toujours choisir un référentiel dans lequel l'observateur est immobile. Donc ça, c'est une première différence avec le cas classique pour les ondes sonores. Dans le cas des ondes sonores, il est important de prendre en compte la vitesse de l'observateur parce qu'on a un référentiel absolu qui est fixé par l'air dans lequel se propage l'onde. Mais ici, en relativité, avec la lumière, le mouvement, la propagation de la lumière est toujours la même, quel que soit le référentiel, et donc sans perte de généralité, on peut choisir le référentiel dans lequel l'observateur est immobile. Alors pour commencer, on va tracer deux axes. Un axe X qui sera l'axe d'espace et un axe T qui sera l'axe du temps. Et cette grille ici XT forme ce qu'on appelle l'espace-temps. Alors notre observateur est ici et il reste immobile dans son référentiel, c'est-à-dire qu'à chaque instant, l'observateur garde une même position suivant l'axe X. Donc ici, c'est la position de l'observateur qui ne varie pas au cours du temps. La voiture, quant à elle, se situe un peu plus loin, ici par exemple. Et par contre, la voiture est en mouvement, c'est-à-dire qu'à un instant suivant, elle se déplace, elle est légèrement plus à droite, et ainsi de suite. Alors je ne vais pas dessiner ces différentes voitures successives, mais je vais simplement représenter le mouvement de la voiture par un vecteur, dont l'inclinaison ici représente sa vitesse. Si la voiture se déplaçait plus vite, son inclinaison serait plus importante. Enfin, le dernier élément du problème, c'est l'onde lumineuse qui est émise par la voiture et qui se propage dans l'espace-temps avec une vitesse plus importante, donc une pente plus inclinée que la voiture, qui est la vitesse de la lumière. Donc si je résume, l'observateur se déplace dans cette direction, suivant l'axe temporel. La voiture se déplace dans cette direction, un peu inclinée, et l'onde lumineuse se propage selon une direction encore plus inclinée, qui correspond à la vitesse de la lumière. La première étape, ça va être d'essayer de décrire ces trois vecteurs ici par des coordonnées. Alors on a le système de coordonnées Tx, et on va pouvoir écrire ces vecteurs dans ces systèmes de coordonnées. On va d'abord commencer par leur donner un nom. Le vecteur de l'observateur, on va l'appeler U. Le vecteur de la voiture, on va l'appeler V. Et le vecteur de l'onde lumineuse, on va l'appeler K, ce qui est standard pour parler d'un vecteur d'onde. On va utiliser ici une convention qui est assez standard, qui est de représenter T comme étant la première coordonnée en haut, et X comme étant la deuxième coordonnée en bas du vecteur. Alors, le vecteur U ici, on voit simplement que c'est un vecteur vertical, dirigé uniquement le long de la direction T, et donc on peut le noter 1, 0 par exemple. On aurait pu noter 2, 0, ce serait un vecteur 2 fois plus grand. Ici, la norme du vecteur ne nous importe pas trop, ce qui compte c'est surtout son orientation, son inclinaison, qui indique sa vitesse dans l'espace-temps. La vitesse de la voiture, quant à elle, peut être notée 1 v. Si on considère que cette distance ici correspond à une unité de temps, alors la distance parcourue par la voiture, donc la composante spatiale du vecteur, c'est la distance égale vitesse fois temps, donc c'est la vitesse de la voiture fois 1, et donc c'est v.
En particulier, si la vitesse de la voiture est plus élevée, la composante spatiale du vecteur ici est plus importante. Et pour finir, le vecteur d'onde de l'onde lumineuse est donné par 1c, où cette fois-ci on a simplement utilisé la même forme qu'ici, mais avec la vitesse de la lumière. La dernière chose qu'il va nous falloir faire, c'est de comprendre comment, à partir de ces trois vecteurs, on peut donner l'expression de la fréquence telle qu'elle est reçue par l'observateur et de la fréquence telle qu'elle est émise par la voiture. Pour bien comprendre ici ce qu'on va faire par la suite, il est important de comprendre fondamentalement ce que représente la fréquence d'une onde. Alors la fréquence d'une onde, c'est simplement le nombre d'oscillations qu'on compte en une unité de temps. Donc notre observateur va regarder l'onde vibrer, et en une unité de temps, l'onde va vibrer un certain nombre de fois, et c'est ce nombre de fois qu'on appelle la fréquence. Alors on a vu que le vecteur d'onde de l'onde, qu'on avait appelé k, représente en fait le nombre de fois que l'onde oscille dans l'espace-temps. Si le vecteur d'onde est 2 fois plus grand, ça signifie qu'on a 2 fois plus d'oscillations le long de ce vecteur. Et donc, ce qui va compter, ce qui va mesurer la fréquence de l'onde, c'est la projection de ce vecteur k sur l'axe temporel. Parce qu'en projetant ce vecteur, on peut compter le nombre de fois que l'onde oscille en une unité de temps. Et ça, c'est vraiment la fréquence. Donc, imaginons qu'on dispose d'un vecteur dont on ne connaît pas la norme, mais on sait que ce vecteur est orienté selon la direction du temps. Appelons-le U. Ce qu'on veut calculer, c'est la projection du vecteur k dans la direction du vecteur U. Et pour calculer la projection d'un vecteur sur un autre, ce qu'on utilise, c'est le produit scalaire. K.U. Donc le produit scalaire K.U, c'est la projection du vecteur K sur le vecteur U. Alors ici, on a une petite subtilité, c'est que si le vecteur U est multiplié par 2, par exemple, le produit scalaire est également multiplié par 2. Nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement la projection du vecteur K dans cette direction. La norme du vecteur U ne nous intéresse pas. Et donc, ici, on va diviser par la norme du vecteur U. Cette grandeur ici, c'est le nombre de fois que l'onde oscille en une unité de temps quand on mesure le temps le long de cet axe dirigé par le vecteur U. Et donc ça, c'est la fréquence mesurée selon l'axe du temps qui est défini par U. Fermons la parenthèse et revenons à notre situation. Ici, on peut donc écrire que la fréquence telle qu'elle est mesurée par l'observateur, Fr, elle est donnée par le produit scalaire entre le vecteur U, donc le vecteur qui correspond à l'axe temporel de l'observateur, cet axe T, et le vecteur d'onde, K, le tout divisé par la norme du vecteur U. Ça, c'est la projection du vecteur d'onde sur l'axe temporel de l'observateur. Maintenant, dans le cas de la voiture, il faut connaître l'axe temporel de la voiture. Et cette fois-ci, l'axe temporel de la voiture, ça n'est pas l'axe T, ça c'est l'axe temporel de l'observateur. La voiture, dans son référentiel, a l'impression d'être immobile, et donc son axe temporel, c'est cet axe-ci. C'est l'axe qui est dirigé selon son mouvement dans l'espace-temps, c'est l'axe qui est dirigé selon le vecteur V. Et donc pour la voiture, la fréquence de l'onde, c'est son vecteur à elle, V, produit scalaire, le vecteur K, divisé par la norme du vecteur V. Et on voit ici toute l'élégance géométrique de la relativité. La fréquence, c'est simplement la projection du vecteur d'onde sur chacun des deux axes temporels. À partir de là, on a quasiment terminé notre calcul. La seule chose qu'il reste à faire, c'est de déterminer les produits scalaires et les normes entre ces vecteurs. Et pour faire ça, c'est là qu'entre en jeu toute la bizarrerie de la relativité restreinte, c'est ce qu'on appelle la métrique de Minkowski. Alors vous avez peut-être déjà vu que le produit scalaire entre deux vecteurs AB et disons alpha, bêta,
c'est défini dans le plan comme A fois alpha, le produit des composantes ici selon x, plus B fois bêta, le produit des composantes selon y. Et du coup, la norme d'un vecteur, qu'on peut noter A, B, est donnée par la racine carrée du produit scalaire de AB avec lui-même, ce qui fait la racine carrée de A fois A, donc A au carré plus B au carré. Et ça, on appelle ça plus généralement le théorème de Pythagore. Mais en fait, le théorème de Pythagore, ça dit simplement que la norme d'un vecteur peut être calculée en faisant la racine carrée de son produit scalaire avec lui-même. Il se trouve qu'en relativité, le produit scalaire et la norme ne sont pas définis de cette façon, donc le théorème de Pythagore en particulier est faux en relativité. Alors pour déterminer le produit scalaire de deux vecteurs dans l'espace-temps, ici on va rajouter un c carré, donc c c'est la vitesse de la lumière, et ici au lieu d'avoir un plus, on va avoir un moins. Ce signe moins, c'est vraiment ce qui crée toute l'étrangeté de la métrique de Minkowski et donc de l'espace-temps. Et cette façon de calculer un produit scalaire, c'est ce qu'on appelle la métrique de Minkowski. C'est vraiment la base de toute la relativité restreinte. Alors vous voyez que, du coup, en modifiant l'expression du produit scalaire, l'expression de la norme est elle aussi modifiée. Ici, on a un c carré qui apparaît, et ici, le plus se transforme en moins. Bon, et bien maintenant qu'on a ces expressions, la métrique de Minkowski, on va pouvoir finalement exprimer ces produits scalaires et ces normes, et donc terminer notre calcul. Commençons par calculer la norme du vecteur u. On a vu que le vecteur u s'écrivait 1, 0. Et donc en particulier, sa norme se détermine avec la métrique de Minkowski, ici. C'est la racine carrée de c carré fois 1 au carré, qui donne 1, moins b au carré, et b ici vaut 0. Donc c'est simplement la racine carrée de c carré, ce qui donne c. Maintenant, la norme de v, le vecteur vitesse spatio-temporelle de la voiture, c'est la norme du vecteur 1v. En utilisant la métrique de Minkowski, on obtient racine carrée de c carré fois 1 au carré, moins v au carré. Et ici, en particulier, on peut factoriser par c carré, et on obtient c fois racine de 1 moins v carré sur c carré. Enfin, on aimerait calculer les produits scalaires de u avec k et de v avec k. Et pareil, ces produits scalaires se déterminent à partir de la métrique. Le produit scalaire entre u et k est donné par le produit scalaire entre 1, 0 et alors k c'était 1c. Ça donne, donc le produit scalaire est donné ici, c'est c carré fois 1 fois 1, donc fois 1, moins b fois bêta, donc 0 fois c, mais ici 0 fois c, ça donne 0, donc c'est simplement c carré. Et pour terminer, le produit scalaire de v et k, c'est le produit scalaire des vecteurs 1v et 1c, et ça donne c carré multiplié par 1 fois 1, ce qui donne 1, moins v multiplié par c, que l'on peut factoriser comme étant c carré facteur de 1 moins v sur c. Et voilà, ici on a obtenu toutes ces expressions qui sont toutes les normes et les produits scalaires dont on a besoin pour calculer la fréquence d'émission et la fréquence de réception de l'onde. Alors, la fréquence de réception de l'onde, on a vu que c'était u.k divisé par la norme de u. Donc u.k c'est c carré, et la norme de u c'est c. Et donc la fréquence à laquelle est reçue l'onde, c'est simplement c. Alors vous allez me dire, la vitesse de la lumière, c'est une grandeur qui s'exprime en mètres par seconde, et la fréquence, c'est une grandeur qui s'exprime en hertz, donc en 1 divisé par des secondes. Ça vient du fait que nos vecteurs ici, u
K et V sont des vecteurs qu'on a choisis arbitrairement. En fait, ces vecteurs n'ont pas vraiment de sens physique, et en particulier le vecteur K ici n'a pas vraiment de sens physique. La seule chose qui nous importait, c'était la direction des vecteurs. Et donc ça se traduit par le fait que ici, cette fréquence n'a pas vraiment de sens physique non plus. Donc ce C ici, on ne peut pas vraiment l'interpréter tout seul. Ce qui va compter, c'est surtout le rapport entre la fréquence reçue et la fréquence à laquelle a été émise l'onde. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est de savoir si l'onde a été décalée vers le rouge, c'est-à-dire si sa fréquence a été diminuée par le fait qu'on l'observe en mouvement, ou alors décalée vers le bleu, c'est-à-dire que sa fréquence a été augmentée. Et donc ici, il faut éviter de chercher une interprétation pour ce C. On va simplement calculer la fréquence à laquelle est émise l'onde, ici, et comparer les deux. Alors la fréquence à laquelle est émise l'onde, c'est V produit scalaire K. Ça, c'est C carré facteur de 1 moins V sur C, divisé par la norme de V. Et la norme de V, c'est C multiplié par la racine carrée de 1 moins V carré sur C carré. Ici, on peut faire une simplification en divisant en haut et en bas par C. Et on peut remarquer que ces deux choses-là se factorisent. Alors, 1 moins V sur C, c'est racine de 1 moins V sur C fois racine de 1 moins V sur C. Et 1 moins V carré sur C carré, on reconnaît l'identité remarquable A carré moins B carré. Et A carré moins B carré peut être factorisé comme A plus B facteur de 1 moins B, si bien que cette racine ici peut être factorisée comme 1 plus V sur C, facteur de 1 moins V sur C. Ici, on peut annuler deux de ces racines, et on obtient finalement que la fréquence à laquelle est émise l'onde est donnée par C facteur de racine de 1 moins V sur C sur 1 plus V sur C. Alors encore une fois, ici, ce C n'a pas vraiment d'interprétation physique, mais par contre, ce qui compte, c'est qu'on observe que les deux valeurs sont différentes, et donc que le rapport des deux est différent de 1, et c'est ce rapport-là qui nous intéresse. Donc pour terminer, on peut écrire que la fréquence à laquelle est reçue l'onde, FR, c'est FE, la fréquence à laquelle elle a été émise par la voiture, divisé par ce terme ici, cette racine carrée, et donc en fait multiplié par l'inverse, c'est-à-dire par la racine de 1 plus V sur C sur 1 moins V sur C. Et voilà, et ça c'est la formule de l'effet Doppler relativiste, c'est-à-dire l'effet Doppler dans le cas des ondes lumineuses dans l'espace-temps. Alors, en particulier, on observe que la formule est différente de ce qu'on avait obtenu dans le cas classique pour des ondes sonores. On avait obtenu cette formule-là. Et cette formule-là, on voit qu'elle est différente, ce qui indique bien que les ondes lumineuses se comportent de façon différente. Et la grosse différence, en fait, c'est que ici, la formule est parfaitement symétrique. Vous voyez que si on inverse la formule, c'est équivalent. Donc si on inverse, on obtient 1 moins V sur C sur 1 plus V sur C. Et ça, c'est équivalent à avoir simplement remplacé V par moins V. C'est-à-dire, en fait, que le rapport entre la fréquence reçue et la fréquence émise s'inverse lorsqu'on passe du référentiel de l'observateur au référentiel de la voiture. Les deux référentiels sont parfaitement symétriques et équivalents, ce qui est faux dans le cas des ondes sonores, pour des ondes classiques, parce que ces ondes se propagent dans un référentiel privilégié qui est celui de l'air.